je m'appelle Jean Labib, j'ai 71 ans, je suis producteur de télévision, de grands documentaires et de fiction, et un peu de cinéma, à travers une société qui s'appelle la Compagnie des Phares et Balises. J'ai été réalisateur pendant une quinzaine d'années entre 76 et 92. Et avant, j'avais commencé dans le cinéma avec Costa-Gavras et Jacques Perrin dans les années 70, juste après que Jacques Perrin et Costa-Gavras aient fait Z. J'aimais beaucoup le cinéma, mais en 70, je sortais d'une période qui avait duré quasiment une dizaine d'années, où je pensais devenir un révolutionnaire professionnel, dans une logique qui aujourd'hui apparaît totalement abstraite et surréaliste, mais qui à l'époque baignait dans un jus de marxisme et d'histoire, faisait qu'on baignait entre la révolution russe, 1905-1917. Je pensais que je deviendrais un révolutionnaire professionnel. Voilà. Et c'est d'une certaine manière, mai 68, qui a un tout petit peu infléchi ma course. Alors, sur le plan politique, moi je suis au lycée Charlemagne dans les années 60, dans les années 55, 60, 62. Donc je vis directement comme adolescent à 12, 13, 14 ans la fin de la guerre d'Algérie. Et la fin de la guerre d'Algérie dans un lycée comme le lycée Charlemagne, c'était très fort parce qu'il y avait à la fois des cellules de jeunesse communiste très implantées, entre autres quelqu'un qui était dans ma classe, qui était le fils de Marcel Dufriche, qui fut un hiérarque communiste de Montreuil, je crois, maire ou membre du comité central. Bref, il y avait des cellules de la jeunesse communiste, et puis aussi, il y avait bien évidemment des étudiants nationalistes, à l'époque Fédération des étudiants nationalistes, mais enfin, ils avaient des sections lycéennes. Et moi, j'ai vécu un tout petit peu le début de la conscience politique né à travers ce contexte, avec des bagarres, des distributions de tracts, des bagarres assez fortes, et puis dans cette ambiance, quand même, le lycée Charlemagne, c'était un endroit, dans le 4e arrondissement, il l'est toujours, mais il y avait énormément de jeunes gens qui venaient au lycée Charlemagne, qui arrivaient d'Algérie, donc beaucoup de pieds noirs. Moi, j'habitais un quartier qui était... Mon père avait son cabinet médical à l'angle de la rue des Archives et de la rue de Rivoli. Et c'était un quartier, aujourd'hui, qui est devenu un quartier très bobo, très riche. C'est un quartier excessivement pauvre à l'époque. Mais excessivement pauvre, quand je dis très pauvre, la rue de la Verrerie, la rue des Archives, c'était des quartiers lépreux qui étaient habités par des populations algériennes. Et moi, une partie de mon enfance, du moins pendant la guerre d'Algérie, le putsch et ce qui a précédé, il y avait quasiment des gardes mobiles qui étaient à chaque angle de rue pour surveiller, pour voir ce qui se passait, etc. Donc je nais à la politique dans une ambiance... donc je suis l'expression de cette génération du baby-boom, donc de gens qui à la fois découvrent la musique, qui découvrent le yéyé de l'époque, et puis ensuite ça sera les Beatles, les Rolling Stones, etc. Mais l'émergence d'une classe jeune dans laquelle je fais partie, et qui en plus de ça... a une vision du combat politique qui est une vision juste, quoi. Je considère toujours qu'on avait raison, mais aussi bien pour le peu que j'ai vécu des dernières manifestations pour l'indépendance algérienne, en 61-62, j'étais à la périphérie de Charonne, mais j'ai pas vécu de l'intérieur ce qui s'est passé à Charonne, mais j'étais dans la rue, etc. Le combat contre le colonialisme, le combat pour une Algérie indépendante, et bien évidemment, dans les franges de la jeunesse dans lesquelles j'étais, c'était des combats qui étaient radicaux par rapport à... Le PC à l'époque disait paix en Algérie, et nous on disait autre chose, voilà. Petit à petit va prendre la jonction qui va s'opérer, c'est la jonction entre
la fin de la guerre d'Algérie, et puis la montée en puissance de la guerre du Vietnam, qui va opérer sur le même terrain, d'ailleurs avec le même clivage avec les communistes, les communistes étant dans une stratégie de paix au Vietnam, et nous c'était FLN vaincra, la lutte du FLN est juste, etc., du Front de libération du Sud-Vietnam. Voilà. Alors, dans ce lycée Charlemagne, il y avait énormément d'agitation. Il n'y avait pas simplement des cellules communistes, il y avait une petite cellule de la préfiguration de ce que sera lutte ouvrière, qui s'appelait Voix ouvrière à l'époque. Ne pas confondre avec l'hebdomadaire syndical de la CGT. Ça s'appelait Voix ouvrière, et il y avait un militant très actif, et 2-3, et donc quand on a 12, 13, 14 ans, disons que le PCF m'apparaissait, ou du moins les jeunesses communistes m'apparaissaient un peu doux pour moi, ou pour l'époque qui est en train de s'ouvrir. Et mes premiers contacts avec, disons, entre guillemets, une forme de radicalité, ça a été ces militants de Voix ouvrière, futur de lutte ouvrière après. Dans une conception qui est absolument unique aujourd'hui, qu'on s'imagine peu, qui devait être une conception fin 19e siècle, c'est-à-dire on me donnait des brochures à lire, on me donnait La Révolution trahie, on me donnait Ma vie de Trotsky, et puis je devais faire des comptes rendus chaque semaine ou tous les 15 jours après lecture. Et là encore, c'était le début d'un engagement, quand on a 13-14 ans, qui vous apparaît définitif, et que ça sera votre vie. Voilà. En plus de ça, dans une forme romanesque, aidé par Victor Serge, par plein de choses qui viennent autour, vous dire que c'est finalement ce que vous allez épouser comme vie, c'est plutôt pas mal. Voilà. Les dangers induits dans les lectures, etc., étaient sûrement situés à la périphérie. Bref, j'arrive en fac, après le bac, et j'arrive en Sorbonne. En Sorbonne, à l'époque, il y avait encore une classe qui était la propédeutique, avant la licence. Et j'arrive à un moment où l'Union des étudiants communistes a été dirigée à l'époque par ce qu'on appelait une direction italienne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire, grosso modo, une direction qui était proche de la direction du Parti communiste italien qui pratiquait un tout petit peu un décentrement par rapport au magistère soviétique, pratiquait la politique, la stratégie, c'était la stratégie du polycentrisme. C'est-à-dire chaque parti communiste devait gagner en autonomie. Un des modèles de l'époque pour le Parti communiste italien était le Parti communiste roumain, sous la direction de Ceausescu, qui avait fait preuve d'un peu d'insolence à l'égard de Moscou, et bien évidemment aussi l'exemple yougoslave inspirait pas mal de gens, etc. Donc cette direction italienne, dans laquelle figurait Bernard Kouchner, et dans laquelle figurait un garçon qui s'appelle Yves Buin, qui était donc la direction, le bureau national de l'UEC, avait échappé à l'orthodoxie du comité central et du bureau politique du Parti communiste français. Et il y avait une direction qui, d'une certaine manière, était en train d'instaurer à l'intérieur de l'Union des étudiants communistes une forme de démocratie, qui fait que tout d'un coup s'est retrouvé en gésine dans l'Union des étudiants communistes tout ce qui allait être après les groupuscules, les groupes gauchistes qui allaient se créer en 66, 67 et après. Donc c'était absolument, pour un jeune homme de 17-18 ans qui arrivait en fac et qui adhérait à l'Union des étudiants communistes, c'était absolument un bonheur extatique, quoi. On était en réunion, la chose se jouait entre des réunions de cercles, puisque à l'UEC c'était des cercles, c'était pas des cellules, des cercles dans lesquels tout d'un coup intervenait Alain Krivine, intervenait Henri Weber qui dirigeait le secteur LED de l'UEC, de l'Union des étudiants communistes, qui était donc la fraction gauche à l'époque, dont j'ignorais que c'était des membres du Parti communiste internationaliste trotskiste version Pierre Franck,
qui, d'une certaine manière, avait pris le pouvoir à l'intérieur du secteur lettres de la Sorbonne. Il y avait des gens qui étaient les futurs pro-chinois, qui étaient là. Il y avait les lambertistes, qui étaient à l'Union des étudiants communistes, pour faire de l'entrisme ou je ne sais pas. Il y avait les futurs VLR, Roland Castro, et tout ce petit monde s'écharpait dans des réunions où on coupait les jeux en quatre sur la stratégie révolutionnaire, etc., etc., etc. C'était absolument extraordinaire pour un jeune homme d'arriver dans cette ambiance et dans ce moment-là, en 64, en Sorbonne. Donc ça décuple, en ce qui me concerne, mon envie de militer. En plus de ça, je veux dire, se retrouver en Sorbonne, d'une certaine manière libre, les cinémas de la rue Champollion, on avait une triangulation qui était la Sorbonne, la librairie Clarté, qui était place Paul-Pinlevé, qui était dirigée par un homme qui vient de mourir, qui s'appelait Paul Enfoy, qui était un personnage absolument extraordinaire. Et donc la librairie Clarté était dépendante ou dépendait du bureau national de l'UEC. Et puis il y avait la joie de lire un peu plus bas, rue Saint-Séverin. Et grosso modo, en ce qui concerne la Sorbonne, ça se jouait dans ce triangle, mais bien évidemment, nous avions des rapports avec les autres facs, voilà. Très rapidement, bon, en plus de ça, au-delà de l'Union des étudiants communistes, qui était un chaudron dans lequel énormément de gens très intelligents, il faut se retrouver dans une situation, il faut penser que cette situation aujourd'hui était absolument incroyable parce qu'on a été sevré aussi de toute une littérature politique qui n'était pas éditée. Et entre Maspero, les éditions de Minuit, il y a tout d'un coup toute l'édition de textes philosophiques marxistes en marge du magistère de la Vulgate officielle, qui allait de Lukács à Karl Korsch à plein de gens qu'on découvrait, quoi. Et d'ailleurs, les éditions de Minuit ont publié aussi Trotsky, etc. Donc tout d'un coup, il y avait une ébullition incroyable. Il y avait en parallèle de ça, il y avait une autre chose qui était le mouvement syndical étudiant, l'AFGEL, qui était la Fédération des groupes d'études de lettres, qui était l'UNEF en Sorbonne, qui elle-même bouillonnait d'une autre manière, avec des gens qui n'étaient pas l'UEC, mais qui étaient uniquement à l'AFGEL, dont Jean-Louis Péninou, comment il s'appelle, celui qui a fait une carrière ensuite dans l'écologie, Brice Lalonde, Jean-Marcel Bougreau, bref, il y avait, voilà. Donc, si on était là du bouillonnement à l'intérieur de l'UEC, on avait aussi des groupes, moi j'étais au groupe Histoire, puisque je faisais des études d'Histoire, donc voilà, des gens que j'ai retrouvés d'ailleurs ultérieurement, et Juliette Kahn qui publie des bouquins maintenant, qui était à mon groupe Histoire et qui elle a pris un infléchissement plutôt pro-chinois après, voilà. Et puis il y avait d'autres dans cette Sorbonne élargie au quartier latin, il y avait aussi bien évidemment la cristallisation althussérienne autour de Normal Sup, qui va donner naissance après à l'UJCML en fin 66. Voilà le tableau dans lequel nous vivions. C'était un tableau qui était bien évidemment totalement exaltant, quoi qu'il soit arrivé après, qui était exaltant, quoi. L'autre aspect, c'est un peu absurde de dire que c'est la décennie prodigieuse du siècle dernier, 65-75, mais en partie c'est vrai. Quand on explique ça à des jeunes gens aujourd'hui, je leur dis que je préférerais même dans la situation actuelle avoir 20 ans que mon âge, donc tout va bien, tout va bien. Mais c'est vrai qu'on a été absolument vernis de vivre cette époque-là. Il y a une césure incroyable, absolue, qui est vraiment de l'ordre de la civilisation, c'est l'arrivée de la pilule. Pour moi, qui suis à cheval sur le coitus interruptus, sur le diaphragme, sur le liquide spermacide, sur plein de choses comme ça, sur bien évidemment la crainte soit de mettre enceinte, soit la crainte des femmes de tomber enceinte, je veux dire, pour les femmes et pour nous, la pilule arrive en prescription en 66,
66, 67, je sais pas, la loi Neuwirth, c'est par là. Mais enfin, il y avait des médecins qui prescrivaient avant. Alors, ce qu'on a appelé la libération sexuelle, nous, on l'a vécu parce que tout d'un coup, les femmes avaient moins de difficultés et puis on commençait un petit peu, entre guillemets, à se comporter comme des hommes, c'est-à-dire à avoir une liberté sexuelle. Et nous, bien évidemment, par rapport à l'éducation de nos parents, disons que l'éducation que nous, on a eue, c'est une éducation qui n'avait pas bougé depuis le 19e siècle. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec la génération des gens qui sont nés entre 44 et 50, et qui ont vécu ce que nous avons vécu, par rapport à nos parents, on s'est éloigné de ce modèle sans difficulté parce que tout était possible. Alors, sur le plan culturel, la musique a aussi coïncidé à ce moment très important. Et puis, moi qui avais une vie un tout petit peu double, parce que j'avais des amis qui étaient beaucoup moins politisés que moi, mais donc il y a aussi les joints qui ont commencé à circuler. Donc on découvrait tout ça en même temps. Donc c'était absolument entre la possibilité d'avoir des histoires d'amour ou des histoires passagères sans difficulté, de fumer des joints, d'écouter les Beatles et les Stones, tous en même temps, et puis en plus de ça de faire de la politique en se disant qu'on était quand même dans une dynamique d'un combat juste, et qu'on préparait la révolution, c'était quand même une situation absolument exceptionnelle, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi ce qui s'est passé, alors, mais, par rapport à mai 68, en fait, les schémas, parce que très rapidement, je me suis retrouvé plutôt du côté, disons, de la problématique qui va donner naissance à la jeunesse communiste révolutionnaire. Bon, alors, quand on y réfléchit aujourd'hui, donc, moi j'étais en Sorbonne, et c'était plutôt ceux qui allaient créer la jeunesse communiste révolutionnaire, c'est-à-dire Weber, Krivine, etc., qui étaient majoritaires à l'intérieur de l'UEC, de Sorbonne. Et quand on réfléchit à ça, on se dit quand même, on s'est fait exclure de l'UEC parce qu'on était contre la candidature bourgeoise de François Mitterrand, en 65. Homme pour lequel, 20 ans après, on a voté. Bref, on s'est fait exclure de l'UEC sur cette candidature bourgeoise de François Mitterrand, et donc on a créé assez rapidement, 4-5 mois après, en avril 66, je crois, la jeunesse communiste révolutionnaire. Et puis ensuite, il y a eu une reprise en main à l'intérieur de l'UEC par le Parti communiste, qui ne pouvait pas supporter que c'était un abcès de fixation, qui allait peut-être se répandre à l'intérieur du Parti communiste, et là, tout d'un coup, ils ont tapé fortement, sous la direction de Hermier, qui était devenu le secrétaire général, après la direction italienne qui a été débarquée, qui est devenu secrétaire général de l'UEC, et sous la houlette de Roland Leroy, qui a fait le ménage. Pour revenir un petit peu en arrière, au moment de cette direction italienne, on a vécu des choses aussi sur le plan culturel absolument extraordinaires, c'est-à-dire que vivre, parce que Yves Buin, qui dirigeait la revue Clarté, etc., on fait venir à Paris, à la Mutualité, Evtushenko et Vosnesensky, c'est-à-dire, on était en pleine période juste post-Khrouchtchevienne, quand Khrouchtchev a été débarqué en 65, 66, 64. Bon, la glaciation brejnevienne n'était pas encore à l'œuvre, donc il y avait des gens, Evtushenko, Vosnesensky, qui sont nés pendant la période khrouchtchevienne. Voilà, alors, la Mutualité, la grande salle de la Mutualité, on allait voir des choses comme ça. Le débat qui a fait l'objet d'un bouquin ensuite, Qu'est-ce que la littérature, avec Sartre, Yves Berger, Jean Ricardou, tous à la tribune. Bon, ça n'arrêtait pas dans une stimulation à la fois intellectuelle, artistique, musicale bien évidemment, littéraire, je saurais moins dire, et politique bien évidemment. Bon, donc voilà, petit à petit aussi monter, donc ça s'inscrivait
aussi bien l'UEC, l'UNEF, etc., s'appuyaient bien évidemment sur des luttes étudiantes. Ce qui s'est passé, c'est que notre génération est arrivée à l'université, je ne sais pas combien, je n'ai pas les chiffres et les proportions en tête, mais tout d'un coup, il y a eu un afflux considérable de jeunes gens qui sont rentrés à l'université, le fameux plan Fouché, bref, toute une pagaille. La construction de Nanterre, qui était une université qui jouxtait le bidonville de Nanterre. On allait rendre visite à des amis à Nanterre, en descendant à Nanterre, la folie. Il fallait marcher ensuite dans la Gadoue pendant 300 mètres. Enfin, c'était un truc absolument incroyable. Les signes avant-coureurs de 68, c'est aussi tous entre la liberté sexuelle, la politisation qui s'est faite en dehors des organismes, des organisations traditionnelles, PC et Parti Socialiste qui n'existaient pas ou qui existaient peu à l'époque, tout ça devait trouver un réceptacle d'organisation. Et d'une certaine manière, la jeunesse communiste révolutionnaire, l'UJCML pro-chinoise étudiante, parce qu'il y avait un PCMLF qui, lui, était une autre secte un peu plus loin, l'UJCML avec Jean-Pierre Olivier de Sardan, Robert Linhart, Béni Lévy, etc. Là, c'était le bouillonnement autour de Normal Sup, des cahiers marxistes-léninistes et d'Althusser. Tout ça, la voie communiste, bref, il y avait toute une série de chapelles qui sont nées avec une appétence des étudiants et de ce que nous étions pour lire, écrire, militer et penser, en ce qui me concerne, que ça allait être l'activité de ma vie. Voilà. Alors, il y avait peu de gens qui avaient été aux États-Unis. Moi, le souvenir de la force de la culture américaine contestataire m'est venu un peu plus tard. Mais avant 68, c'était sur le plan musical, c'était quand même... bon, il y avait les groupes américains, bien évidemment, de musique, mais c'était les groupes anglais, Animals, Yardbirds, les Stones, les Beatles, bien évidemment. Il y avait de quoi se faire, il y avait de quoi faire, hein, vraiment. Ce qui a été très fort aussi, c'est qu'on était très... l'articulation avec les luttes dans les autres universités européennes, voilà. Moi, je me rappelle quand même, on a fait le voyage en février 68 à Berlin pour rejoindre les manifestations du SDS, qui à l'époque était l'organisation, pas social-démocrate, un peu radicale, allemande, que dirigeaient Rudi Dutschke et Gaston Salvatore et d'autres. Et le voyage de février à Berlin, qui précède donc de 3-4 mois les événements de 68, on était parti à 3/4, la jeunesse communiste révolutionnaire. On avait dans les quarts des calicots et des banderoles avec des portraits de Rosa Luxembourg, de Trotsky, etc., etc. Et on franchit la frontière à Helmstedt. Et ensuite, il y a l'autoroute, avec des barbelés de chaque côté, qui allait jusqu'à Berlin. Hein. On rentrait à Helmstedt en Allemagne de l'Est, on avait encore 200 ou 300 km à faire. Et on s'arrêtait on s'est arrêté une ou deux fois dans les restauroutes, on sortait les calicots de manière très provocatrice dans l'équivalent de ces arrêts d'autoroute d'Allemagne de l'Est de l'époque. Et moi j'ai un souvenir de ces manifestations contre la guerre du Vietnam sur le Kurfürstendamm à Berlin-Ouest, avec des gens qui nous regardaient par les fenêtres, qui se demandaient ce qui se passait. La population berlinoise de Berlin-Ouest, vous voyez des gens... Pour eux, c'était des gens qui arrivaient de la Lune, parce qu'on était quand même au cœur de l'affrontement Est-Ouest et au cœur de l'Ouest à Berlin-Ouest. Lors de ce voyage à Berlin, moi j'avais été fortement impressionné d'abord par l'organisation générale. Ils nous avaient reçus, on avait été reçus on logeait dans des lycées, dans des locaux un peu comme ça, réquisitionnés à la bonne franquette. Et je veux dire, on avait été fortement impressionnés par la capacité à la fois d'organisation, de manifestation et du charisme à l'époque de Dutschke, le pauvre qui a été tué, enfin qui a subi
cet attentat après. Voilà, tout ça pour dire que mai 68, du point de vue de la jeunesse communiste révolutionnaire, où à une époque je rentre au Bureau national, je deviens le chef du service d'ordre de cette organisation. On n'était pas du tout, mai 68 nous a surpris complètement. On était dans une logique où, grosso modo, dans la problématique marxiste qui nous animait à l'époque, il s'agissait d'abord de construire le parti révolutionnaire, il s'agissait de construire le parti d'avant-garde, et pour construire le parti d'avant-garde, on était très lucide sur le fait qu'à l'époque, on constituait une avant-garde très étudiante et petite bourgeoise, donc il s'agissait de faire la jonction avec les éléments les plus avancés de la classe ouvrière, et donc on avait quelques ouvriers dans l'organisation, mais très peu, et il s'agissait d'accroître notre influence dans les usines, et puis lorsque le parti d'avant-garde, le parti révolutionnaire serait suffisamment implanté, grosso modo, on était dans une chronologie 1905-1917, quoi. 1905, apparition, le Parti révolutionnaire montre son minois à la fenêtre, et puis 1917, après cette implantation accrue, réalise la Révolution. Bien évidemment, alors il y a eu des signes quand même d'articulation avec les luttes ouvrières. Il y a eu des luttes qui ont commencé à devenir radicales en milieu ouvrier à l'époque, en 66-67. Moi, j'ai le souvenir, comme ça, là, dans mon souvenir des luttes de la Rodiaceta, des luttes qui avaient lieu aussi en Bretagne, je ne me rappelle plus dans quelle ville, à Redon, de luttes où il y avait eu des affrontements. Et nous, c'était un critère très discriminant. Lorsque des luttes dans lesquelles nous n'étions pas présents, un morceau des étudiants radicaux qui constituaient soit la JCR, soit d'autres organisations, et que tout d'un coup on apprenait qu'il y avait eu des affrontements avec les CRS, ou que la lutte, tout d'un coup on disait quand même qu'il y a des symptômes. Alors c'était des symptômes dans une ambiance qui est très très éloignée de celle que nous vivons aujourd'hui, parce que moi j'ai le souvenir de manifestations ouvrières, on participait à tous les cortèges syndicaux en queue de manifestation, où le service d'ordre de la CGT était 10 fois plus dur et efficace qu'aujourd'hui. C'était des gens que nous craignions. Et je dois dire qu'en 67, j'ai le souvenir, je me le remémore en permanence, d'une manifestation sur des lois sociales qui étaient passées à l'époque de Pompidou, Premier ministre. Il y avait une banderole syndicale. Le jour où il y aura 100 000 chômeurs, la bouilloire sociale éclatera. C'est-à-dire qu'il y avait moins de 100 000 chômeurs en 67, en 66-67. Donc, tout ça pour dire qu'on était quand même, par rapport à ce qui est advenu du pays après, ou de la situation mondiale, si on veut aller plus loin, on était quand même dans un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et clairement, on était bien évidemment très très réceptifs et très attentifs à ce qui se passait dans les usines, chez Renault, Clairon, Flin, etc., etc. Chaque groupe, puisque la JCR avait été créée en avril 66, l'UJCML a été exclu, je crois, 6 mois, 8 mois après, enfin les pro-chinois de Althusserien ont été exclus, donc on crée l'UJCML. Les lambertistes étaient regroupés dans une organisation qui s'appelait la JS, la FAIR, Fédération des étudiants révolutionnaires, et la JS après. Bref, tout ça travaillait un petit peu chacun dans son coin, chacun en fonction de sa stratégie politique, chacun voulant faire la révolution, en ayant des conceptions très différentes sur les rythmes, mais voilà. Bon. Ce qui se passe dans les 6 mois qui précèdent mai 68, c'est donc ces luttes ouvrières sporadiques, des luttes étudiantes où clairement, je le dis parce que j'étais un peu au cœur de ça, il y avait une décision d'aller à l'affrontement physique, au nom du principe qu'on avait un tout petit peu pris en Allemagne, qui était se dire on va provoquer,
et en provoquant, on va susciter la réaction, et la réaction va susciter la réprobation, etc., etc. Il y a eu quelques manifestations où on était déjà armés, pas armés, on était armés de manches de pioche et de choses pour faire un peu de... Voilà, c'est les premières manifestations où le service d'ordre a commencé à mettre des casques de moto. Ce qui a précédé provocation, réaction, etc., il y avait cet affrontement qui était central, en dehors de la guerre du Vietnam, avec les fascistes ou ceux qui allaient donner naissance à Occident. Je crois qu'Occident existait déjà avant 68, non? Je me trompe peut-être, ou est né après, bref. Donc, il y avait des équipés qui partaient vers la fac de droit d'Assas, mais eux n'hésitaient pas à venir sur nos territoires. Je ne dirais pas que c'était les cow-boys et les Indiens, mais quand même, il y avait quelque chose. Il y a eu quand même une chose terrible qui s'est produite je crois que c'était en 67. On est allé dans une expédition punitive de distribution de tracts qu'on avait appris que les fascistes faisaient au lycée Voltaire, avenue de la République, et nous y sommes allés. Ça a été un affrontement très très dur, et on a laissé sur place un garçon qui est toujours à la Ligue communiste, d'ailleurs, qui est Pierre Rousset. Vous voyez qui c'est, Pierre Rousset? Qui était le fils de David Rousset, et qui était un des dirigeants de la JCR aussi à l'époque, et qui a eu une fracture du crâne. Enfin, voilà. Mais les affrontements étaient... alors effectivement, certaines personnes sont devenues ministres, après, Madeleine, Longuet, Robert, je crois, qui a fait partie des services d'ordre de giscardien. Il y avait un autre militant d'extrême droite qui s'appelait Mayarakis, Jean-Charles Mayarakis, je crois. Bref, les affrontements étaient forts, la jeunesse communiste révolutionnaire était souvent en première ligne, et aussi, bien évidemment, les groupes de défense de la Fédération des groupes d'études de lettres, dont Pierre Goldman, que moi j'ai bien connu à l'époque, qui était lui toujours aux avant-postes quand il s'agissait de Castagnier. Et il n'était pas mauvais, il faut dire. Il n'était pas mauvais. Le 3 mai, donc, nous sommes dans une perspective donc, de construction de l'organisation révolutionnaire. Les luttes montent, les luttes étudiantes montent, il y a une radicalisation incontestable dont les organisations d'extrême gauche étudiantes profitent, des adhésions, un discours qui est de plus en plus entendu. Voilà. Le 3 mai, à peu près la totalité des directions de ces groupes se retrouvent dans la cour de la Sorbonne, dont moi d'ailleurs, mais comme l'élite était là, puisque finalement, bon, on se retrouve à 200, et on se fait embarquer par les paniers à salade à 3-4 heures de l'après-midi, je crois. Après une négociation qui n'aboutit pas, bref, ils embarquent 200-300 personnes, ce qui met longtemps à être embarqué, etc., etc. On se retrouve dans les paniers à salade pour aller vers les différents commissariats. Moi, j'atterris à commissariat sous l'Opéra de Paris, je ne sais pas s'il existe toujours. Et la première chose que je trouve absolument, que nous trouvons étonnante, parce qu'on se retrouve dans les quarts de flics, et tout d'un coup, on entend à l'extérieur libérer nos camarades. Et en partant de la rue de la Sorbonne dans les paniers à salade, en redescendant le boulevard Saint-Michel, il y avait déjà une houle manifestante de gens qui... C'était pas 3 personnes, c'était pas 200 personnes, c'était vraiment une coagulation déjà de quelques milliers. Rien à voir avec ce qui arrivera dans les jours qui suivront, mais bon. Et finalement, l'avant-garde, entre guillemets, auto-proclamée, qui s'était constituée avant-garde, se regarde, je me rappelle plus avec qui j'étais dans le quart de flic dans lequel j'étais, on se regarde, mais qui sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Qui les dirige? Qui les dirige? Voilà. Alors, on se retrouve jusqu'à 4 heures du matin dans le commissariat, on tape, on tape contre les grilles, machin, on était des dizaines, il y en avait d'autres qui avaient été à Beaujon, vers le nord, etc. On est libéré dans la nuit,
Et là, tout d'un coup, le lendemain, la houle commence à monter, et clairement, les groupes constitués, principalement d'ailleurs la JCR, parce que le JCML avait adopté une position très claire, la petite bourgeoisie étudiante, le combat n'est pas là. Ça préfigurait ce qu'allait être l'établissement d'usine après, mais qui n'avait pas commencé, hein, les concernant. Mais grosso modo, on n'a rien à voir avec ce combat. Mais alors, les journées qui vont suivre, disons que tout ce qui avait été un petit peu, qui avait maturé dans cette volonté d'affrontement avec les forces policières dans les mois qui ont précédé, là, de ce point de vue-là, a trouvé son expression, mais dans un volume de personnes absolument considérable. Moi, j'ai dirigé le service d'ordre de ces manifestations, on était noyés, quoi, noyés. On essayait d'orienter, plus ou moins. À partir du 6 mai, on voit des manifestations grossir pour la réouverture de la Sorbonne, pour la libération des camarades, parce qu'il y avait certains qui n'étaient pas... Voilà, etc., etc. Et donc, moi, qui vis avec d'autres de l'organisation politique à laquelle j'appartenais, la problématique de l'avant-garde, tout ça part avec l'eau du bain, au-delà de toute limite, quoi. Dans un état de grand bonheur, hein, soyons clairs. C'est pas parce que les schémas étaient contrariés qu'on n'allait pas prendre plaisir à ce qui se passait, mais avec, me concernant, un grand désarroi politique. Un grand désarroi politique qui ne fera que s'augmenter. Je trouve que ce qui s'est passé là, c'est cette submersion, cette incapacité à justement, ou le fait que ça ne procédait pas des schémas que nous avions combinés ou préétablis, m'a beaucoup perturbé sur le plan politique. Clairement, de voir tous ces gens qu'on ne connaissait pas, je veux dire, finalement, on s'était installé dans un ronron de l'avant-garde, ou grosso modo, dans les amphis, les rares distributions de tracts qu'on faisait dans les entreprises. Bon, il y avait Voix ouvrière à l'époque, qui deviendra Lutte ouvrière, qui eux n'avaient mis jamais les pieds dans le milieu étudiant, qui eux faisaient leur distribution de tracts à Chausson, Wilcock, Babcock, machin, etc., dans toutes les usines de la banlieue parisienne. La JS qui était présente, mais le JCML qui travaillait encore le milieu étudiant avant de partir dans la direction de l'établissement d'usine. Ce qui s'est passé comme irruption des masses, principalement étudiantes, hein, dans un premier temps, dans la rue, personne ne l'avait prévu. La capacité d'interprétation ou d'improvisation qu'on a eue n'a pas été trop mauvaise, mais enfin, sur le plan de l'analyse politique, on était un peu démunis. Voilà, donc moi, ce que j'ai vécu en tant que responsable du service d'ordre de la JCR, potentiellement essayant d'organiser l'inorganisable, on a vécu la première semaine, ça a été une semaine de grande jouissance, parce que c'était des manifestations, grosso modo, il y avait la violence des flics, mais qui n'est pas comparable à ce qu'elle est devenue. Et puis la dureté qui s'est opérée ensuite dans les semaines du 20 mai, etc., n'était pas de même nature que la première semaine. La première semaine, bon, c'est les bombes, les machins lacrymogènes, des trucs comme ça. Il faut se remettre dans les archives pour voir que les types étaient encore avec des pèlerines et des képis. Hein, quand on a vu arriver les gardes mobiles avec des lunettes de motard, c'était déjà un peu plus martien. On peut pas dire, bon alors là, d'autres parleront sûrement de la retenue dont a fait preuve Grimaud dans l'utilisation de la force policière, mais voilà, c'était une manifestation où il y avait quelques blessés, des arcades sourcilières ouvertes, des choses comme ça, quoique jeter des pavés en face. Il y a eu cette photo, le 3 mai, là, cette photo parmi les bus de flics qui partaient de la Sorbonne vers les différents commissariats, de ce pavé qui éclate, là, le pare-brise, qui donne à penser que de l'autre côté, ça ne devait pas être terrible. Bref, mais ça a été vécu cette première semaine, moi je l'ai vécu dans une énorme joie, un énorme plaisir, en étant dépassé politiquement par tout ça. Le souvenir que j'ai du 10 mai, c'était cette attente absolument incroyable qui faisait que les gens
commençait à faire des barricades. Le recteur Roche, je crois, négociait. Il y avait Cohn-Bendit, le recteur Roche, peut-être Sauvageau, peut-être Gesma, le ministère de l'Intérieur. Tout ça, ça a duré 4-5 heures, hein, quand même. La manifestation qui part d'Enfer Rochereau, elle se termine vers 8h, 8h30. La manifestation décide d'occuper le quartier latin. Et le maniement du pavé ayant été éprouvé dans les jours précédents, là, le pouvoir temporise et laisse faire. L'assaut est donné à 11h30 minuit, hein, pas avant. Hein. Et entre 8h et minuit, la capacité imaginative pour dépaver le boulevard Saint-Michel, la rue Gay-Lussac, le boulevard Saint-Germain, etc., il y a eu un carré. Alors il y avait sûrement le fantôme de la Commune de Paris, il y avait le fantôme de plein de choses hein, dans ce qui se faisait, ou dans l'inconscient collectif tel qu'il s'exprimait. Mais cette attente, qui était une attente où on est rentré dans les cafés pour prendre un demi, où on entendait, alors bien évidemment, des postes de radio, Europe numéro 1, qui jouaient son rôle de démultiplicateur et de caisse de résonance à tout ce qui se passait. Et puis, à un moment donné, l'assaut qui est donné, et là, une forme de bagarre rangée, où on chalait de barricade à une autre barricade, jusqu'à des barricades qui étaient, avec une imagination incroyable, des barricades dont je me souviens, je sais pas, du côté de la Contrescarpe, une barricade qui était montée à 2,5 mètres, 3 mètres, et on voyait pas ce qui se passait de l'autre côté, avec... on était à la fois dans l'histoire, puisqu'on était au cœur de l'information et on était dans le grand bonheur de la justesse et en plus de ça du succès, puisque finalement les étudiants étaient libérés, Pompidou est rentré d'Afghanistan. La nuit du 10 mai, à 5h du matin, je me retrouve avec Weber, on monte le long des grilles de l'école normale supérieure avec quelques-uns, c'était le dernier réduit, on était quand même, on était poursuivi par les CRS, etc., etc. On n'avait pas envie de se faire attraper. On trouve refuge à l'école normale sup. On est accueillis comme des pauvres gens, quoi. C'est à peine si on nous ouvre les portes des Turcs en disant « Mais vraiment, qu'est-ce que vous faites ?» Le 13 mai, liesse générale parce que c'était un combat victorieux. Hein. La Sorbonne était réouverte. Donc c'est devenu le soviet de la Sorbonne, la grande fête, quoi. Les stands des différentes organisations, entre les bourgeois, les gens d'autres générations qui venaient faire leur tour pour voir ce qui se passait, les discussions sempiternelles qui duraient dans la nuit, on discutait de tout, etc. Moi, je suis peu allé à l'Odéon, parce que j'avais pas le temps, j'étais pris par d'autres choses, donc j'ai pas vécu l'Odéon, mais l'Odéon, je crois qu'il y a eu quand même des discussions qui étaient d'une nature, il y a quelques éléments dans l'archive, mais le 13 mai, d'abord c'est la consécration de la force du mouvement étudiant qui d'une certaine, je dirais pas dame le pion, mais a raison le mouvement syndical et le mouvement politique qui sont obligés de se situer par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Bon. Voilà. Alors, ensuite, le 14 mai, nous, toujours à l'affût de ce qui se passait, le premier symptôme de la grève ouvrière, c'est Sud Aviation Bouguenais, le 14 mai, travaillé par les Lambertistes. À l'époque, c'était les Lambertistes qui faisaient beaucoup d'entrisme, qui étaient très présents à FO. Et à FO, il y avait un personnage charismatique de la Fédération de Loire-Atlantique qui s'appelait Alexandre Hébert. Et cet Alexandre Hébert, clairement, avait une assise très importante, et Sud Aviation Bouguenais se met en grève avec occupation le 14 mai. Hein. Le 14 mai. Je ne sais pas si c'est en occupation directe ou si ça se traduit par rapport à une grève au départ, avec, étonnamment, quelqu'un qui a filmé. Là. Il y a des images de Sud Aviation Bouguenais. Alors, clairement, pour des gens comme nous, aguerris à l'analyse de ce qui se passait, le départ de Sud Aviation Bouguenais nous donne l'impression qu'il y a peut-être une petite possibilité.
qu'on n'imaginera jamais comme ce qui s'est passé à partir du 20 mai, 21 mai, où il y avait 9-10 millions de grévistes, 400 entreprises occupées, etc. Donc, on était dans la lutte sporadique, mais quand même, alors, j'ai pas de souvenir s'il y avait eu une jonction entre les étudiants de Nantes et cette usine, mais clairement, c'était une chose qui est devenue un petit peu une caisse de résonance dans tout le milieu étudiant et dans toute l'agitation sorbonnarde de l'époque, le 14 mai, le point de départ de la lutte ouvrière. Pour tout vous dire, j'ai plus vraiment le souvenir de ce que racontait la presse communiste et l'aptitude du Parti communiste pendant cette époque-là. Au-delà du soutien informel apporté au mouvement étudiant, j'ai pas l'impression qu'ils étaient partis, eux, pour généraliser la grève, ou ils étaient restés dans une attitude très en retrait. Bon, ben, Sud Aviation Bouguenais, ils ont des problèmes sur place, la lutte se situe là, il n'y avait pas une volonté de la généralisation, ou du moins la généralisation, elle sera officialisée lorsque la grève aura été générale. Et donc, par conséquent, là, il faudra à ce moment-là reprendre un petit peu la chose par le haut. Mais derrière Sud Aviation Bouguenais, je crois que très rapidement, je ne me rappelle plus alors dans l'ordre des grandes entreprises qui ont embrayé dans le mouvement, mais si c'était le mardi 14 mai Sud Aviation Bouguenais, je pense qu'à partir du lundi de la semaine d'après, ça a démarré très fort, et là ça a été la traînée de poudre, quoi, la traînée de poudre. Alors, à quel moment nous sommes partis du quartier latin pour aller vers Renaud-Billancourt, ce qui représente une trotte en termes de manifestation, surtout qu'on n'était pas chiche pour gueuler les slogans, même dans les quartiers qui n'étaient pas du tout intéressés par les slogans sur lesquels on s'appuyait. On arrivait complètement exténué, en tous les cas la voix exténuée. Moi, si je reviens à ma propre personne, je suis noyé. On ne sait plus où donner de la tête, dans les manifestations. La manifestation qui suit, qui pour moi est un des souvenirs les plus violents, c'est la manifestation qui suit l'échec de l'annonce du référendum de De Gaulle, c'est-à-dire le 24 mai. Voilà. La manifestation, là, tout d'un coup, Paris s'embrase, mais dans tous les quartiers. La Bourse, tout le quartier latin, sporadiquement dans d'autres quartiers. Je me rappelle, on avait créé un petit état-major dans un appartement, à l'époque, téléphone, il fallait rentrer dans des cabines, débordé complètement, en même temps débordé par des mouvements ou des choses qu'on n'aurait pas aimé assumer. Bref, ça partait dans tous les sens, en Sorbonne aussi. Le 24 mai, ça a été une chose où tout d'un coup, alors que sur le plan de la violence, j'ai l'impression que ça devenait sérieux, quoi. Ça devenait sérieux au sens où ça devenait dangereux. Il y avait une dynamique qui tournait sur elle-même, où il s'agissait de casser, où il s'agissait de s'affronter encore plus fortement, sans savoir où on allait, quoi. La victoire politique, elle était bien évidemment dès le lendemain sur ce référendum ne pouvait pas se tenir, mais est-ce que c'était lié à cette violence induite de la nuit? Voilà. Ce qu'on a cru, ce qu'on a su après sur l'épisode du 30 mai, enfin du départ de Gaulle et de sa disparition, politiquement, Charletti, tout ça, il y avait quelque chose qui était déjà, enfin, je vous parle de moi, hein, Charletti, cette vacance du pouvoir était réelle. Moi, j'en ai eu l'expression ultérieurement, parce que quand j'ai réalisé, c'est une parenthèse que je fais, quand j'ai réalisé une série sur De Gaulle à partir des bouquins de la couture, en 88, on a eu le bonheur d'interviewer Michel Joubert. Et Michel Joubert était à l'époque directeur de cabinet de Pompidou. Et sans surestimer son rôle, lui dit, c'est lui qui a tenu la boutique pendant 2-3 jours, et clairement, par rapport, disons,
si on revient à une logique léniniste, à savoir la révolution, c'est ceux qui peuvent plus d'en bas qui peuvent plus vivre comme ils vivaient, ceux qui d'en haut qui peuvent plus diriger comme ils dirigeaient, et l'espace intermédiaire qui fait que, à un moment donné, les facteurs s'inversent. Clairement, Joubert nous a raconté quand même que l'équivalent de ce qu'on appelait les conseillers techniques à l'époque, les gens, les valises, les gens partaient. Il y a une partie de l'État qui était en déliquescence pendant ces 2-3 jours. La plupart des gens ne savaient pas où De Gaulle avait disparu. Et d'autre part, bon, alors en face, bien évidemment, les forces politiques, c'était pas ni Mitterrand, ni Mendes, ni ces gens-là qui allaient prendre le pouvoir de manière révolutionnaire, profitant de la vacance du pouvoir. Mais du côté du pouvoir en place, il y avait quand même des gens qui avaient pris peur, qui ne savaient pas où ça allait, et qui étaient... je trouve que on a bien évidemment vécu un peu dans cette humeur-là, parce que la disparition de De Gaulle, qui était une disparition pas si théâtrale que ça, parce qu'il est parti à Baden. Massu nous a raconté très clairement la manière dont De Gaulle est arrivé, quasiment avec une valise, hein, quand même, et Massu, il est arrivé... Massu, il n'y a aucune raison qu'il se poule. Il avait une certaine clarté d'exposition et une certaine... Il a donné sa vérité, qui, à mon avis, est la vérité. De Gaulle était parti pour dormir à Baden. Et Massu lui a dit, je vous renvoie immédiatement, vous ne pouvez pas dormir à Baden, ça sera considéré comme Varennes, ça se saura, on ne pourra pas... Vous devez repartir, si vous avez besoin des troupes stationné en Allemagne, sous mon commandement, vous pouvez compter sur moi, mais il l'a quasiment remis dans l'hélicoptère pour repartir. Donc, cette vacance du pouvoir, elle a existé, bon, avec le coup de génie ensuite de dissoudre l'Assemblée, et que, bien évidemment, les 2 tiers du personnel politique sont repartis vers les législatives que nous avons appelées piège à con à l'époque, du 14 juin, ou je ne me rappelle plus quand. Mais cette vacance du pouvoir, on l'a senti de l'intérieur, nous, mais dans une militance qui commençait à tourner à vide, parce qu'on savait que c'était plus nous qui pouvions embrayer pour... Voilà. Et que Charletti, Bargenet qui avait quitté la CGT, Rocard, Mendes France, qu'on a mis en avant, tout ce petit monde ne pouvait pas non plus prendre la responsabilité d'aller beaucoup plus loin. Voilà. La déferlante gaulliste, on l'a vécu comme on allait vers la guerre civile, au sens où on s'est dit, là, si c'est des gens comme Pasqua qui mettent en mouvement tout ça, là, ça va être la lutte au couteau, ça va être très dur parce que finalement la récréation est terminée. Si la classe dominante met en mouvement pas simplement 1 million de personnes, mais ça veut dire qu'il y a des groupes derrière qui se structurent pour pour faire en sorte que la rivière retrouve son lit. Disons que ça nous a inquiétés énormément. Le raz-de-marée électoral, disons qu'en reprenant nos marques de l'analyse politique, ça nous apparaissait évident que le retournement de situation allait s'opérer avec la peur qui avait été quand même, quoi qu'on dise, qui avait gagné, entre guillemets, pas simplement les possédants, mais les classes intermédiaires qui ne savaient pas du tout... voilà, on sait très bien le rôle qu'a joué le retour de l'essence dans les pompes à essence, la nécessité de faire repartir la mécanique, etc., etc. Et que les outrances, pas simplement les outrances politiques, les outrances culturelles, ou entre les Katangais, entre tout ça qui a été bien évidemment monté en épingle à l'époque par la presse traditionnelle, c'est des choses qui ont effrayé, je crois, qui ont effrayé le bourgeois. Et nécessairement, subtilement, la proposition de dissoudre l'Assemblée a joué à fond dans le sens d'un retour de balancier. Retour de balancier, en plus de ça, bon, les syndicats avaient eu ce qu'ils voulaient, quand même 25 ou 30% d'augmentation, plein de choses. La classe ouvrière rentrait dans les usines, il y a des images, vous
Frondeur. Le 30 mai, la manifestation gaulliste du 30 mai, on s'est dit, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller là. Là, ils peuvent nous aligner comme des moineaux ou décider que, d'autant plus que, bon, De Gaulle pouvait prendre des positions expéditives. Bon, le personnage était quand même assez imprévisible. Hein. Bon, c'est quand même Pompidou qui a été à la manœuvre sur toute cette période. Et ma mère, quand le 12 juin donc, a été dissous les groupes, ils ont déboulé chez moi à 14 flics, chez ma mère. Mon adresse légale, j'avais une chambre de bonne dans un immeuble à côté de chez ma mère. Ils sont arrivés à 14, ils sont restés une journée, ma mère était effrayée. Ils cherchaient des armes. Ils étaient à ce point peu informés sur ce que nous étions. Ils cherchaient des armes, ils ont mis l'appartement de ma mère sans dessous à 14 flics. Et ils ont embarqué, ensuite elle leur a dit, il est dans une chambre de bonne là. Moi j'habitais plus là, bien sûr. Ils ont déménagé à ma chambre de bonne, ils ont emmené des polycopiés d'histoire, ils ont amené des bouquins, des trucs, des choses qui leur servaient à rien. L'écart entre ce que nous étions, ou ce que nous étions en train de devenir, et ce que pensaient les adultes à l'époque, mais c'était un fossé énorme, 12 juin, lorsque ça a été dissous, moi en tant que chef du service d'ordre, j'ai été recherché, il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont été recherchées. Il y avait Krivine, je crois, il y a eu Ben Saïd, nous concernant. Hein. Moi, Weber, enfin on était 4 ou 5. Alors à titre anecdotique, mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Je me suis retrouvé à vivre pendant... j'ai changé d'appartement 2-3 fois, et puis ensuite je suis resté 3 semaines chez Marguerite Duras, rue Saint-Benoît. Ce qui était plutôt agréable et... assez abstrait, parce que le soir, donc, je dînais, et il y avait la table, il y avait Denis Mascolo, qui était son compagnon, mais il y avait aussi Robert Antelme, son mari, il y avait un écrivain qui s'appelle Au Couturier, il y avait et moi j'étais là, je ne dirais pas le révolutionnaire de service, mais j'étais hébergé pendant 3 semaines, et ensuite, j'ai disparu pendant tout l'été pour finalement réapparaître avec l'année universitaire, les choses s'étant un peu calmées. Tout ça participant quand même d'une chose, on n'était pas quand même dans le contexte de la répression sud-américaine ou de... Voilà. Il y a les pro-chinois de l'UJCML qui sont rentrés en usine, pour certains d'entre eux, qui sont repartis ensuite en clinique, pour d'autres qui ont vécu le mutisme de Robert Linhart, bref, quelle que soit la qualité et le bonheur de l'établi, une certaine impossibilité, une certaine impasse, hein, grosso modo. Bon, VLR, c'est eux qui ont profité un peu plus complètement des 3 ans qui ont suivi, parce que tout d'un coup, il y a eu la dimension culturelle qui est remontée largement à l'avant-plan, et puis par exemple Pseudopode, la fédération, le front homosexuel, machin, etc. Bon, le côté, ceux qui ont pigé la dimension la plus spontanée du mouvement, c'est ce qu'on a appelé Maus Montex, et tout ce mouvement, toute l'agitation culturelle, elle a continué. Et de ce point de vue-là, clairement, c'est ce qu'on retiendra, au-delà de la chronologie des faits qui reste passionnante. L'impact sur la société française, il est bien évidemment là. On y a participé, mais grosso modo, c'était une lame de fond qui devait monter avec tout ce qu'elle a véhiculé, de changement du rapport entre les hommes et les femmes, très peu finalement, si on en croit ce qui se passe aujourd'hui. Sur le plan personnel, je dirais que je vis pas ça bien, et je vis ça dans une forme d'éloignement. Tout ce qui m'a formé ou qui m'a animé dans les années précédentes, pour moi personnellement, s'évanouit un peu. La fête s'évanouit pas, mais
tout ce qui est l'outillage politique sur lequel on avait constitué notre action politique, pour moi, s'évanouit. Ce qui ne sera pas le cas de la majeure partie des gens avec qui j'étais dans... voilà. Avec la grande difficulté qu'ont eu, que moi, j'ai pas eu, mais quand on quitte une famille avec laquelle on est c'était quasiment une famille, hein. On vivait quand même, pas 24 heures sur 24, mais on se voyait tous les jours, on militait 7-8 heures par jour. Le doigt pointé sur la pente petite bourgeoise dans laquelle tout ce qui était, là encore, dans la logomachie révolutionnaire, quittait la militance. Ça m'est pas arrivé en mai 68, mais je m'en suis éloigné assez rapidement. Moi, ça a changé une chose. D'abord, je me suis aperçu, moi j'ai eu un fils très tôt, en 70, donc il y a 47 ans maintenant. Et quand j'ai essayé de lui parler de ça, d'abord j'en ai pas beaucoup parlé, et quand j'ai essayé de lui parler de ça quand il avait 18-20 ans, c'est-à-dire mon âge en 68, je me suis aperçu que 68, quand je lui en ai parlé, l'écart était aussi important que moi quand j'avais 20 ans par rapport au Front Populaire. Et le Front Populaire, en 66, c'était 30 ans avant. Et 30 ans avant, ça nous apparaissait... D'abord, c'était l'histoire, avec un grand H, c'était des films en noir et blanc, c'était un machin qui nous... Et quand je me suis aperçu que le même écart, dans ma narration de 68 par rapport à mon fils, était 30 ans, voilà, voilà, ça a été... tout d'un coup, je me suis rendu compte, d'abord, alors si, il y a quand même des éléments importants, c'est que je crois que la manière dont moi j'ai été élevé, tout ce qui s'est passé après, des gens qui ont été parents après 68, enfin qui avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans, et qui ont eu des enfants, ne les ont plus élevés comme nos parents. Ça, alors là, ça a changé radicalement, mais radicalement, c'est-à-dire que autant, moi je me suis retrouvé en opposition avec mes parents à 14 ans, professer des choses dans une famille bourgeoise, moyenne bourgeoisie, médecin, etc., plutôt gaulliste, machin, etc., je dirais pas pestiféré, mais mon père est mort, j'avais 14 ans et demi, s'il avait vécu, on aurait été sûrement à l'affrontement dur. C'était pas sa tasse de thé ce que je faisais. Et ce qui s'est passé pour nous, c'est que grosso modo, on a été à l'écoute béate de nos enfants, où on n'était plus du tout dans une volonté de transmettre des choses radicales, autoritaires. Voilà, ça change mais considérablement la société, considérablement. Et moi, je crois que ce qui a changé fondamentalement dans ce que j'étais par rapport à mes enfants, c'est que je les ai jamais éduqués comme mes parents, c'est clair. Et je crois que je suis pas le seul, on est tous dans ce cas-là. Et ça change radicalement l'impact. Moi, la chose qui me surprend, c'est intéressé à tout ça maintenant en termes de production de films, c'est à quel point 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans après, l'événement 68, ou du moins la séquence 68, a si peu donné sur le plan romanesque et sur le plan filmique.